La fête prénatale de ma sœur s'est transformée en attaque contre moi. Au moins, mon bébé aura un père, rit-elle. Les invités ont applaudi. Ma mère a dit, certaines femmes font juste de mauvais choix. Puis mon fils de 10 ans s'est levé et a dit, Tante Naya, dois-je dire à tout le monde la vérité sur l'autre famille d'oncle Mike? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma sœur Nia se tenait là, à sa baby shower, enceinte de 7 mois, une main sur son ventre parfaitement arrondi et l'autre tenant une coupe de champagne remplie de cidre pétillant. Le soleil de l'après-midi, qui filtrait par les fenêtres du country club, faisait scintiller sa bague de mariage en diamant alors qu'elle levait son verre pour porter un toast. Au moins, mon bébé aura un père, dit-elle en me regardant droit dans les yeux avec ce sourire qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance, celui qui paraissait doux à tout le monde, mais qui était comme un coup de couteau pour quiconque la connaissait vraiment. La salle a éclaté en applaudissements. 40 invités applaudissaient comme si elle venait d'annoncer un remède contre le cancer, au lieu de s'en prendre directement à moi et à mon fils. Ma mère, Donna, s'est même levée de sa chaise, hochant la tête en signe d'approbation, comme s'il s'agissait d'une sorte de discours de motivation. Mon fils de 10 ans, Devon, était assis à côté de moi, sa petite main trouvant la mienne sous la nappe, et je pouvais le sentir trembler, non pas de peur, mais de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas encore tout à fait identifier. Mais ce qui s'est passé ensuite a fait regretter à chaque personne présente dans cette pièce d'avoir ouvert la bouche. Car mon fils calme et observateur, le garçon qu'ils avaient tous considéré comme une autre statistique issue d'un foyer brisé, s'apprêtait à lâcher une bombe de vérité qui ferait voler en éclats leur monde parfait. Je m'appelle Ri et j'ai 35 ans. Je travaille comme directrice marketing dans une start-up technologique du centre-ville et j'élève seul mon fils depuis 2 ans. Ce n'était pas mon choix au départ, mais aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Mon ex-mari, 3, est parti lorsque sa dépendance au jeu l'a finalement rattrapé, vidant le fonds d'études de notre fils et plafonnant des cartes de crédit dont j'ignorais même l'existence. Le divorce a été prononcé un mardi pluvieux de mars, et je me souviens être sorti de ce palais de justice avec le sentiment de pouvoir enfin respirer pour la première fois depuis des années. Devon est la lumière de ma vie. Il a 10 ans, mais parfois, quand il me regarde avec ses yeux bruns si sérieux, je jurerais qu'il a la sagesse de quelqu'un qui a vécu 100 ans. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main, construit des villes en Lego élaborées dans notre salon et a cette façon de remarquer des choses que les autres ne voient pas. Ses professeurs le disent surdoué. Son conseiller dit qu'il est remarquablement bien adapté. Ma famille le dit malchanceux. Ma sœur Nia a 32 ans et a toujours été tout ce que je ne suis pas. Elle a épousé Mike juste après l'université lors d'une cérémonie qui a coûté plus que mon salaire annuel. Elle a le genre de vie qui semble parfaite sur Instagram. La maison coloniale à Westchester, le SUV flambant neuf, les vêtements de maternité de marque qui coûtent plus cher que ma mensualité de prêt immobilier. Chaque année, elle envoie des cartes de Noël avec des photos professionnelles où tout le monde porte des pulls assortis et affiche des sourires qui semblent sincères. Mike, son mari, a 34 ans et possède une chaîne d'agences immobilières dans toute la région. C'est le genre de type qui se présente au dîner de famille en polo et en pantalon kaki, parlant des tendances du marché et des opportunités d'investissement. Il appelle tout le monde « mon pote » ou « champion », y compris moi, ce qui me donne toujours la chair de poule. Il aime rappeler à tout le monde qu'il est un self-made man, qu'il a bâti son empire à partir de rien et qu'il sait ce qu'il faut pour être un gagnant dans ce monde. Ma mère, Donna, a 58 ans et ne m'a jamais pardonné d'avoir divorcé de 3. Dans son monde, les femmes tiennent bon, quoi qu'il arrive. Elles font en sorte que ça marche. Elles ne lavent pas leur linge sale en public et n'admettent pas l'échec. Elle nous a élevés, Nia et moi, dans une maison où les apparences comptaient plus que la réalité, où nous avons appris à sourire même lorsque tout s'effondrait. Elle présente toujours Nia comme « ma fille, l'épouse d'un homme d'affaires prospère » et moi comme « mon autre fille ». Mon père, Karl, a 60 ans et fonctionne selon un principe simple, éviter les conflits à tout prix. Il a perfectionné l'art d'être présent sans vraiment être là, d'acquiescer à tout ce que dit ma mère tout en se réfugiant dans son journal ou sa partie de golf. Il m'a appris à changer un pneu et à lancer une balle courbe, mais il ne m'a jamais appris à tenir tête aux personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Cette baby shower était censée être le couronnement de Nia, la célébration de son mariage parfait produisant sa progéniture parfaite. La salle était décorée comme une page de magazine, tout en rose et or. Il y avait des jeux avec des prix, un bar à bonbons assorti aux décorations et un gâteau qui semblait trop beau pour être mangé. Tous les invités avaient été soigneusement sélectionnés pour être les témoins et valider la réussite de Nia.
Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que parfois, les personnes qui pointent les autres du doigt sont celles qui ont le plus à cacher. Et parfois, un garçon de 10 ans peut voir des vérités que les adultes passent leur vie entière à éviter. J'aurais dû savoir que la baby shower serait un désastre quand maman m'a appelé 3 fois ce matin-là pour me rappeler de m'habiller convenablement et de ne pas tout ramener à toi. Le premier appel est arrivé à 7 heures, pendant que je préparais le déjeuner de Devon. Le second a interrompu ma douche. Le troisième m'a surprise alors que j'essayais de faire enfiler à Devon son beau polo, celui sans la minuscule tache sur le col que j'espérais que personne ne remarquerait. « Ri, je suis sérieuse », a dit maman à travers le haut-parleur du téléphone pendant que j'ajustais le col de Devon. C'est le jour spécial de Nia. Elle le prépare depuis des mois. Contente-toi de sourire, de donner ton cadeau et d'essayer de te fondre dans la masse. Me fondre dans la masse. C'était le rôle qui m'avait été assigné dans la famille depuis aussi longtemps que je me souvienne. Rester silencieuse pendant que Nia brillait. Ne pas faire de vagues pendant que Nia naviguait en eau calme. Cela faisait 2 ans que j'avais divorcé de 3, et apparemment, c'était toujours le scandale familial qui me définissait, la chose qui faisait de moi quelqu'un qui devait se fondre dans la masse plutôt que de se démarquer. Le Rosewood Country Club ressemblait à un décor de film lorsque nous sommes arrivés. Ma Honda Civic de 8 ans semblait déplacée entre les Mercedes et les BMW sur le parking. Devons la remarquer aussi, bien qu'il n'ait rien dit. Il a juste redressé son polo une dernière fois et a attrapé le sac cadeau sur le siège arrière. « Tu n'as pas oublié la carte, hein, maman ?» a-t-il demandé. Je l'ai aimé pour cet effort, pour avoir essayé de s'assurer que nous faisions tout correctement, que nous ne leur donnions aucune munition. Je n'ai rien oublié, mon chéri. Nous allons être des invités parfaits. Le salon-jardin avait été transformé en ce qui ressemblait à un tableau Pinterest devenu réalité. Des ballons roses et dorés formaient une arche au-dessus de la table des cadeaux, où les présents s'empilaient déjà. Des bocaux en verre enveloppés de dentelle contenaient des roses roses et du gypsophile. Une bannière sur laquelle on pouvait lire « Une petite princesse est en chemin » s'étendait sur un mur en lettres scintillantes. Il y avait même ces centres de table élaborés sur chaque table, du genre avec des bougies flottantes et des perles qui coûtaient probablement plus que mon budget de course de la semaine. Une quarantaine d'invités discutaient déjà lorsque nous sommes entrés, leur voix créant un bourdonnement d'excitation et d'anticipation. J'ai reconnu la plupart d'entre eux immédiatement. Il y avait Madame Peterson de l'église de maman, endimanchée bien que ce soit un samedi. La mère de Mike, Gloria, tenait la cour près de la table des desserts, son fort accent du Connecticut traversant la pièce alors qu'elle racontait à qui voulait l'entendre à quel point elle était excitée d'être enfin grand-mère. Les amis du club de lecture de Nia étaient regroupés près des fenêtres, toutes dans des robes d'été qui semblaient coordonnées sans que ce soit trop évident. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ?» ai-je murmuré à Devon alors que nous nous arrêtions à l'entrée. « Si quelqu'un dit quelque chose qui te met mal à l'aise, serre-moi la main 2 fois et nous irons faire une pause dehors. »« Je sais, maman, mais ça va. Nous allons bien. » Il l'a dit avec une telle conviction que je l'ai presque cru. J'ai presque oublié que la semaine dernière, il était rentré de l'école en demandant pourquoi son futur cousin aurait quelque chose que lui n'avait pas, un père. Ma relation avec Nia avait toujours été compliquée, façonnée par des années de comparaison et de compétition dont je n'avais jamais voulu faire partie. En grandissant, elle était l'élève brillante qui figurait au tableau d'honneur chaque semestre sans effort. J'étais l'élève moyenne qui restait éveillée jusqu'à minuit pour améliorer ses notes. C'est elle qui est sortie avec le capitaine de l'équipe de football et qui est allée au bal de fin d'année dans une robe qui la faisait ressembler à une princesse. J'y suis allé avec un groupe d'amis et je suis parti tôt pour regarder des films chez quelqu'un. Elle a épousé Mike lors d'une cérémonie avec 200 invités et une réception dans ce même country club. J'ai épousé 3 à la mairie avec seulement nos parents et sa sœur comme témoins. Mais voici ce que les photos de famille ne montraient pas. J'étais heureuse dans ma vie simple jusqu'à ce que la dépendance de 3 la transforme en cauchemar. Nia avait peut-être eu le grand mariage, mais j'avais connu le véritable amour, du moins pendant un temps. Et quand cet amour est devenu toxique, j'ai eu la force de partir. Cela devait bien compter pour quelque chose, même si ma famille ne le voyait pas de cette façon. Maman nous a accueillis à la porte avec son sourire de circonstance, celui qu'elle utilisait pour les événements de l'église et les photos de famille. Elle portait une nouvelle robe, jaune pâle avec de petites fleurs, et ses cheveux avaient été coiffés par un professionnel ce matin-là. « Ri, tu es venu, dit-elle comme s'il y avait eu le moindre doute. Et Devon, comme tu es élégant. » Elle s'est penchée plus près, baissant la voix pour que je sois la seule à entendre. « Essaie d'être heureuse pour ta sœur aujourd'hui. C'est son moment. »
ne le gâche pas avec tes drames. Mes drames. Comme si le fait d'exister en tant que mère célibataire divorcée était un spectacle que je donnais plutôt qu'une vie que je menais simplement. Les ennuis ont commencé pendant l'ouverture des cadeaux, bien qu'avec le recul, j'aurais dû voir la tension monter dès que nous nous sommes assis. Nia était au centre de la scène, installée dans un fauteuil aux allures de trône décoré de rubans et de biberons miniatures. Elle rayonnait dans sa robe de maternité à fleurs, une pièce de créateur dont elle s'était assurée de mentionner le prix de 800 $ lorsqu'elle me l'avait montré la semaine dernière. Mike se tenait derrière sa chaise, ses mains possessivement posées sur ses épaules, jouant le rôle du mari dévoué comme s'il auditionnait pour une publicité. « Oh, celui-ci vient de la cousine Janet », s'exclama Nia en brandissant une boîte argentée nouée d'un énorme ruban. Elle mettait en scène l'ouverture de chaque cadeau, brandissant les articles pour que tout le monde les admire, tandis que son amie Bethany notait consciencieusement qui avait donné quoi pour les cartes de remerciement. Un tire-lait de marque de la mère de Mike. Un système de poussette à 1000 $ de son club de lecture. Chaque cadeau était plus cher que le précédent, transformant l'événement en une sorte de parade de richesse. Puis elle est arrivée au mien. Celui-ci vient de Ri, annonça TL, sa voix changeant très légèrement, comme si elle préparait le public à une déception. Je l'ai regardé ouvrir lentement le sac cadeau, retirant le papier de soie morceau par morceau. Quand elle a finalement révélé la courte pointe que j'avais passé 2 mois à créer, y travaillant tous les soirs après que Devon soit allé se coucher, elle l'a tenue du bout des doigts, comme si elle pouvait être contaminée. « Quelle créativité !» dit-elle, le mot sonnant comme une insulte dans sa bouche. « Tu as toujours été douée de tes mains. » Il le fallait bien, en élevant Devon toute seule. La pièce est devenue inconfortable. Quelques personnes ont gloussé, de ce rire nerveux que les gens ont quand ils ne savent pas si quelque chose est censé être drôle ou cruel. J'ai senti Devon se tendre à côté de moi, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche avec un morceau de gâteau qu'il savourait. Chaque carré représente une comptine différente, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Je les ai toutes brodées à la main. Le dos est en coton biologique hypoallergénique. Quelle attention, a poursuivi Nia, pliant négligemment la courte pointe et la mettant de côté, loin de la pile de cadeaux approuvés. Eh bien, on ne peut pas toutes se permettre de faire du shopping chez les grands créateurs. Certaines d'entre nous doivent être créatives avec leurs limites. En fait, les cadeaux faits main ont souvent plus de valeur que ceux achetés en magasin, dit tranquillement Devon. Tout le monde se tourna pour le regarder. Cette courte pointe a probablement pris plus de 100 heures à faire. Au salaire minimum, cela vaudrait plus que la plupart de ces cadeaux. Mike a ri. Ce rire tonitruant qu'il utilisait en réunion d'affaires. Regardez le petit mathématicien. Dommage que la vie ne consiste pas vraiment à calculer des heures, n'est-ce pas, champion ? Il s'agit de ce que tu peux réellement fournir. C'est à ce moment-là que maman a décidé de s'immiscer dans la conversation depuis sa place d'honneur à la droite de Nia. Certaines femmes font simplement de mauvais choix, dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende, en me regardant droit dans les yeux. Dieu merci, Nia a appris des erreurs de sa sœur. Elle a attendu le bon homme, a construit des fondations solides. Tout le monde n'a pas cette sagesse. Madame Peterson hocha la tête avec enthousiasme depuis la table voisine. Il est si important que les enfants aient leurs 2 parents, un foyer stable. Vous savez, des études montrent que les enfants issus de foyers brisés ont plus de difficultés dans tous les domaines, des études aux relations. Mes notes sont meilleures que celles de la plupart des enfants de ma classe, dit Devon, sa voix plus forte maintenant. Je suis dans le programme pour enfants surdoués. Bien sûr que tu le es, mon chéri, dit Nia avec une sympathie exagérée. Tu fais de ton mieux avec ta situation. C'est juste que les enfants ont besoin de modèles masculins, de quelqu'un pour leur apprendre à être fort, à subvenir aux besoins. Elle se leva alors, berçant son ventre à 2 mains de cette manière théâtrale qu'elle avait adoptée depuis le début de sa grossesse. Je me sens tellement bénie, poursuivit-elle, sa voix prenant une qualité théâtrale. Au moins, mon bébé aura un père. Quelqu'un pour lui apprendre à lancer une balle, à faire un nœud de cravate, à être un homme. Quelqu'un qui sera là pour chaque anniversaire, chaque match de baseball, chaque moment important. Tout le monde ne peut pas offrir à ses enfants cette expérience familiale complète. La salle éclata en applaudissements, applaudissant réellement comme si elle venait de donner une conférence TED inspirante au lieu de détruire systématiquement l'estime de soi de son neveu. 40 adultes applaudissant une femme qui venait de dire à un garçon de 10 ans que sa vie était en quelque sorte inférieure, incomplète, brisée. Certains d'entre nous s'en sortent très bien. Ai-je réussi à dire, ma voix tremblant d'une rage contenue. Bien sûr que oui, ma chérie,
répondit Nia avec une fausse douceur qui me donna la chair de poule. Je veux dire, Devon semble assez bien adapté, compte tenu de tout. Ce n'est pas sa faute si son père a choisi le jeu plutôt que sa famille. Nous devons tous faire avec ce que nous avons, n'est-ce pas? Mike décida d'en rajouter. Le gamin a un bon modèle masculin maintenant. Moi, pas vrai, champion? Je peux lui apprendre toutes ces choses pour lesquelles Troy n'est jamais resté. Peut-être l'emmener à des matchs. Lui montrer comment un vrai homme prend soin de sa famille. Je ramassais mon sac à main, prêt à partir avant de dire quelque chose qui fracturerait cette famille encore plus que mon divorce ne l'avait déjà fait. Mes mains tremblaient alors que je pliais la serviette sur la table, la plaçant à côté du morceau de gâteau intact qui avait l'air trop joli pour être mangé, mais qui avait probablement le goût de carton. La chaise a raclé le sol quand je me suis levé, et je pouvais sentir 40 paires d'yeux me regarder, attendant de voir si j'allais faire une scène, leur prouvant à tous qu'ils avaient raison au sujet de la sœur divorcée instable qui ne pouvait pas se contenir. « Viens, Devon, dis-je doucement en cherchant sa main. Allons-y. » Mais sa main n'était pas là. Au lieu de cela, il était debout, sa chaise repoussée avec une précision délibérée. Son visage avait changé, passant de l'expression blessée qu'il avait quelques instants auparavant à quelque chose de tout à fait différent. Cette expression calme et observatrice que je connaissais si bien s'était transformée en pure détermination. Le genre que j'avais vu lorsqu'il avait décidé de participer à l'Expo Science, même s'il était le plus jeune concurrent, le genre qui signifiait qu'il avait pris une décision et que rien ne l'arrêterait. « Maman, attends », dit-il, sa voix portant à travers la pièce avec une clarté qui fit cesser toutes les conversations parallèles. La salle bourdonnait encore de discussions sur l'éducation correcte et les foyers stables. Nia acceptait les félicitations de ses amis de yoga sur la chance qu'elle avait, la perfection de sa vie, et le fait que son bébé aurait tout ce dont un enfant pouvait avoir besoin. Mike serrait la main de certains de ses associés, planifiant probablement déjà la maternelle privée que son enfant un être fréquenterait. Devon se dirigea vers le centre de la pièce, naviguant entre les tables décorées avec leur centre de table rose et leurs verres en cristal. Il s'arrêta juste à côté de la table des cadeaux où tous ces présents coûteux étaient empilés, paraissant petits mais commandant d'une manière ou d'une autre l'attention. Au début, les gens ont trouvé ça mignon. Le petit garçon du foyer brisé voulant dire quelque chose de gentil à sa tante, probablement pour s'excuser de l'attitude de sa mère ou pour féliciter Nia comme il se doit. Maman sourit avec indulgence. « Qu'y a-t-il, mon cœur? Tu veux dire quelque chose de gentil à tante Nia à propos du bébé? » « En fait, grand-mère, j'ai une question, » dit Devon, se tournant pour faire face à Nia directement. Sa voix était stable, presque conversationnelle, comme s'il demandait la météo. Nia sourit, de ce sourire condescendant qu'elle avait perfectionné, celui qui vous faisait sentir comme un enfant même quand vous aviez raison. « Bien sûr, mon chéri. Qu'est-ce que c'est? Tu veux savoir des choses sur le bébé? Es-tu excité d'avoir un cousin? » « Je suis excité pour le cousin, » dit Devon en hochant la tête pensivement. « Mais ce n'est pas ma question. » Il fit une pause, et je jure qu'on pouvait entendre les glaçons teintés dans les verres alors que les gens attendaient. Quelque chose dans son ton avait changé l'énergie de la pièce, la faisant passer d'un amusement condescendant à une attention incertaine. « Tante Nia, » continua-t-il, sa jeune voix tranchant l'air du salon-jardin comme une lame dans la soie. « Est-ce que je devrais parler à tout le monde de l'autre famille d'oncle Mike? » Les mots ont atterri comme une bombe au ralenti. J'ai vu le visage de Mike se vider de toute couleur, sa main se figeant à mi-chemin d'une poignée de main avec le Dr Morrison du Country Club. Ses cheveux parfaitement coiffés semblaient soudainement en désordre bien qu'il n'ait pas bougé. Le personnage confiant de magnate de l'immobilier s'est fissuré comme un œuf, révélant quelque chose de brut et de paniqué en dessous. « De quoi tu parles, mon pote ?» dit Mike, essayant d'en rire, mais sa voix s'est brisée sur le mot « pote ». Ce terme faussement amical qu'il utilisait pour tout le monde sonnant soudainement désespéré. Les enfants disent les choses les plus drôles, n'est-ce pas? Mais Devon ne riait pas. Il ne souriait même pas. Il sortit son téléphone, celui que je lui avais donné uniquement pour les urgences, celui qu'il n'utilisait presque jamais sauf pour m'appeler quand l'entraînement se terminait tard. Il le leva, non pas de manière dramatique, mais simplement, comme s'il présentait des preuves lors d'un projet scientifique. Le mois dernier, quand tu m'as emmené à ce match de baseball. Tu te souviens, celui où tu as dit que tu m'apprenais à être un homme? La voix de Devon est restée calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Tu as dit que tu devais d'abord passer à ton bureau, mais nous ne sommes pas allés à ton bureau, oncle Mike. Nous sommes allés à une maison à Riverside, une maison bleue avec une boîte aux lettres cassée et une balançoire dans le jardin.
La salle était devenue complètement silencieuse. Même le personnel de restauration avait cessé de bouger, figé avec des bouteilles de champagne à moitié versées et des assiettes à moitié débarrassées. Le monde parfait rose et or de Nia était suspendu, attendant les prochains mots qui le restaureraient ou le briseraient complètement. Une dame nommée Brittany a ouvert la porte, continua Devon, chaque mot précis et clair. Elle avait les cheveux bruns et portait une tenue d'hôpital parce qu'elle est infirmière. Et il y avait une petite fille avec elle, une petite fille aux cheveux bouclés qui a couru vers toi et t'a appelé papa. La pièce se figea complètement. On aurait pu entendre une mouche voler sur le sol en marbre du country club, sauf que personne n'osait bouger assez pour laisser tomber quoi que ce soit. 40 invités se tenaient comme des statues dans un musée, leurs coupes de champagne suspendues en l'air, leurs faux sourires glissant de leur visage comme de la cire fondue. C'est ridicule, balbutia Mike, sa voix habituellement imposante réduite à quelque chose de faible et de désespéré. Le gamin est confus. Je montrais une maison à un client. Vous savez comment sont les enfants. Ils comprennent mal les choses. La petite fille avait tes yeux, continua Devon, sa voix de 10 en tranchant les protestations de Mike avec une précision chirurgicale. Ils sont verts avec cette petite tache brune dans le gauche, exactement comme les tiens. Elle portait une robe de la Reine des Neiges et des baskets qui s'allument. Elle a dit « Papa est à la maison » quand elle t'a vu et tu l'as soulevé et l'a fait tourner. Tu as donné une enveloppe d'argent à Brittany et tu m'as dit que c'était notre secret. Tu as dit que les garçons doivent apprendre que parfois, les hommes ont des responsabilités dont ils ne parlent pas. Le sang-froid parfait de Nia commença à se fissurer comme de la glace sur un étang. Mike. Sa voix était à peine un murmure, mais dans la salle silencieuse, elle sonnait comme un cri. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Mike commença à se diriger vers elle, mais elle recula, sa main protégeant son ventre. Tu leur rends visite tous les mardis, dit Devon, tenant toujours son téléphone fermement. Tous les mardis où tu dis à tante Nia que tu as des réunions tardives avec des investisseurs. Je le sais parce que tu es venu me chercher à l'école 3 mardis le mois dernier quand maman devait travailler tard. Tu as dit que tu étais un bon oncle, que tu rendais service, mais nous y sommes allés à chaque fois. Brittany t'a appelé le père de sa fille. Elle a dit que Cadence demandait quand tu emménagerais avec elle à plein temps. La fille s'appelle Cadence. Elle a 4 ans. Ma mère se leva si vite que sa chaise bascula en arrière, claquant contre le sol. Ce doit être un malentendu. Cet enfant ment. Il invente des choses pour attirer l'attention. J'ai des photos, dit simplement Devon, avec le même ton qu'il utilisait pour présenter son projet scientifique. Tu m'as appris à toujours tout documenter, grand-mère. Tu as dit que c'est ce que font les gens intelligents. Ce que font les gens qui réussissent. Il tourna l'écran de son téléphone vers la pièce, faisant défiler plusieurs photos avec l'efficacité d'un procureur présentant des preuves. La première montrait Mike sur le porche d'une petite maison bleue, serrant dans ses bras une petite fille, tandis qu'une femme aux longs cheveux bruns se tenait dans l'embrasure de la porte. La seconde le capturait en train de pousser la fille sur cette balançoire, tous deux riant. La troisième les montrait tous les trois à ce qui ressemblait à un barbecue dans le jardin, Mike portant un tablier sur lequel était écrit « Papa fait des grillades ». Nia arracha le téléphone des mains de Devon, fixant l'écran comme s'il pouvait changer si elle le regardait assez fort. Son visage passa par l'incrédulité, la reconnaissance et finalement la rage pure. Elle relança le téléphone à Devon, qui l'attrapa avec aisance et se tourna vers Mike. 4 ans, hurla-t-elle, sa voix parfaite de baby shower remplacée par quelque chose de primal. Elle a 4 ans. Nous sommes mariés depuis 6 ans, Mike. 6 ans. Nia, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Mike tendit la main vers son bras, mais elle se dégagea si violemment qu'elle renversa la table des cadeaux. Des présents coûteux s'écrasèrent au sol, le tire-lait de marque se brisant, de minuscules bouteilles roulant sur le marbre. Expliquer quoi? Que tu as un autre enfant? Que tu as mené une double vie? Que tous les mardis, quand tu disais que tu construisais notre avenir, tu étais avec elle. La mère de Mike, Gloria, poussa un hurlement qui ressemblait à celui d'un animal blessé. Ça ne peut pas être vrai. Michael, dis-leur que ce n'est pas vrai. La petite fille va à l'école primaire de Riverside, ajouta tranquillement Devon. Elle est en maternelle. Sa couleur préférée est le violet. Elle a un chat nommé Moustache que l'oncle Mike lui a acheté pour son 3e anniversaire. Je le sais parce qu'elle m'a tout raconté pendant qu'il parlait à sa mère à l'intérieur. Tu as emmené mon neveu rencontrer ta famille secrète. La voix de Nia se brisa complètement. Elle attrapa la chose la plus proche, un vase en cristal de la table des cadeaux détruite, et le lança sur Mike.
Il se baissa, et le vase se brisa contre le mur derrière lui. Des roses roses et de l'eau cascadaient sur le papier peint. La baby shower parfaite a sombré dans un chaos total. Les partenaires commerciaux de Mike reculaient vers les sorties. Les femmes du club de lecture enregistraient avec leur téléphone ou faisaient semblant de ne pas le faire. Madame Peterson se signait à plusieurs reprises en marmonnant des prières. Ma mère s'assit lourdement sur sa chaise, s'éventant avec un programme de la baby shower, le papier rose et or s'agitant inutilement. « Sors », dit Nia, sa voix descendant à un ton dangereux. « Sors d'ici maintenant. » Le bébé, pense à notre bébé, plaida Mike. Tu veux dire comme tu as pensé à Cadence? Nia rit. Mais ce n'était pas vraiment un rire. C'était quelque chose d'aigu et de brisé. Au moins, maintenant, mon bébé aura quelque chose en commun avec la sienne. Un père qui est un menteur. Le personnel du country club a discrètement fait sortir tout le monde pendant que Nia sanglotait dans les toilettes, son maquillage parfait coulant en traînées noires sur son visage. Le salon-jardin ressemblait à une zone de guerre avec des chaises renversées, des cadeaux éparpillés et des décorations roses suspendues de travers. Maman est allée avec Nia, mais pas avant de s'arrêter devant Devon et moi. « Le savais-tu » me demanda-t-elle, sa voix accusatrice même maintenant, même après tout ce qui venait d'être révélé. « C'est toi qui l'as poussé à faire ça ?»« Non, maman. Contrairement à certaines personnes, je ne garde pas de secrets qui détruisent les familles. Je survis simplement à la destruction de la mienne. » Elle se tourna vers Devon, son visage un mélange de colère et d'incrédulité. « Comment as-tu pu faire ça à ta tante? Comment as-tu pu gâcher sa journée spéciale? » C'est alors que je me suis avancé, me plaçant entre ma mère et mon fils. « Comment as-tu pu lui faire ce que tu as fait? Il est resté assis ici à vous écouter tous démolir sa mère. Dire que sa vie est incomplète. Suggérer qu'il est une marchandise endommagée parce que son père n'est pas là. Et tu veux le blâmer d'avoir dit la vérité? » Devon leva les yeux vers moi, puis vers sa grand-mère. Son jeune visage montrait une maturité qui me brisa le cœur. Oncle Mike a dit que je ne devais pas le dire parce que ça ferait du mal à tante Nia. Mais tante Nia faisait déjà du mal à maman. Et tu l'aidais, grand-mère. Au moins, quand papa est parti, il est juste parti. Il n'a pas prétendu être parfait tout en vivant dans le mensonge. 2 semaines plus tard, Nia est retournée vivre chez nos parents. Les papiers du divorce ont été déposés en un mois, Mike essayant désespérément de sauver quelque chose, n'importe quoi. Mais l'avocate de Nia était impitoyable. Il s'avère que lorsque vous documentez 4 ans de tromperie, les juges ont tendance à ne pas être sympathiques. L'autre famille de Mike est également sortie de l'ombre. On avait dit à Brittany qu'il était séparé et prévoyait de divorcer, qu'il avait juste besoin de temps pour gérer correctement les finances. Elle avait élevé Cadence seule, croyant aux promesses de Mike que bientôt, il serait une vraie famille. Les dîners de famille sont différents maintenant. Pour commencer, nous en avons. Nia ne se moque plus de ma maternité célibataire. La semaine dernière, elle m'a même demandé des conseils sur l'éducation d'un enfant seul. Maman ne fait plus de commentaires sur les mauvais choix ou les foyers brisés. Elle a appris ce que j'ai toujours su, que le jugement a une façon de vous revenir, que les gens qui pointent les autres du doigt ont souvent le plus à cacher. Devon et moi sommes devenus encore plus proches, si c'est possible. Ce soir-là, après la fête, il s'est assis sur son lit pendant que je le bordais. Quelque chose pour lequel il se dit habituellement trop vieux, mais dont il semblait avoir besoin cette nuit-là. « Maman, est-ce que j'ai bien fait ?» demanda-t-il, sa voix petite dans l'obscurité de sa chambre. « Tu nous as défendus, lui ai-je dit, assise sur le bord de son lit. Tu leur as montré qu'être une famille monoparentale ne nous rend pas inférieurs. Cela nous rend honnêtes. Cela nous rend réels. Cela nous rend forts. » Il a hoché la tête, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Maman, oncle Mike avait un père en grandissant. Papa avait un père en grandissant. Mais ils sont tous les deux devenus des menteurs. Peut-être que ce n'est pas d'avoir un père qui est important. C'est peut-être d'avoir quelqu'un qui t'apprend à dire la vérité. » L'histoire de la baby shower est devenue légendaire dans notre ville. Les gens en chuchotent encore à l'épicerie. Comment le petit Devon Matthews a révélé la double vie de Mike Harrison au Rosewood Country Club. Mais pour moi, c'est devenu tout autre chose. C'est devenu le jour où mon fils de 10 ans a enseigné à une salle pleine d'adultes que les familles parfaites n'existent pas, que les mères célibataires élèvent des guerriers, et que parfois, les gens qui ont le moins sont ceux qui ont le plus d'intégrité. Nia a eu son bébé 2 mois plus tard, un magnifique garçon qu'elle a nommé Oliver.
J'étais là dans la salle d'accouchement, lui tenant la main pendant qu'elle poussait, étant la sœur dont elle avait besoin que je sois. Et malgré tout ce qui s'est passé, malgré la douleur, l'humiliation et la confiance brisée, elle m'a appelé le lendemain alors que j'étais au travail. Je suis désolée, dit-elle, sa voix rauque d'épuisement et d'émotion. Pour toutes ces années. Je pensais avoir tout compris. Je pensais que ma vie était parfaite et que la tienne était le conte moral. Personne d'entre nous n'a tout compris, lui ai-je dit. Mais maintenant, Oliver a quelque chose de plus précieux qu'une histoire de famille parfaite. Il a la vérité. Il a l'authenticité. C'est un meilleur héritage que n'importe quel mensonge, aussi joli soit-il, emballé dans des ballons roses et dorés. Et vous savez quoi? Devon et Oliver sont inséparables maintenant. Mon fils est le cousin aîné protecteur, enseignant à Oliver les dinosaures, les planètes et toutes les choses qui le fascinent. Il montre à Oliver que les familles existent sous toutes les formes et tailles, et que l'amour ne se mesure pas à qui est présent, mais à qui se montre avec honnêteté et reste avec intégrité. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà été jugé pour ne pas avoir la famille parfaite, veuillez partager cette vidéo. Laissez un commentaire sur votre propre expérience du jugement familial ou sur la façon dont vous avez trouvé de la force dans des endroits inattendus. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur de vraies familles, de vraies luttes, et les manières inattendues dont la vérité trouve son chemin vers la surface.